L'Amérique qui vote, l'Amérique qui va choisir son 44e président. C'est Bouge l'Amérique ce soir dans Bouge la France. Avant sa nuit américaine, Public Sénat revient sur un scrutin attendu par toute la planète. Flashback sur une puissance bien mal en point, l'économie flageolante. Tout de suite, Jean-Louis Gombaud, c'est Bouge l'Amérique ce soir dans Bouge la France. Bonsoir à tous. Effectivement, la nuit sera très américaine puisqu'on va se retrouver à partir de 3 heures du matin en direct pour suivre l'évolution des scores État par État. Je pense qu'à 3 heures du matin, on aura déjà les États de l'Est ou une partie des États de l'Est et qu'au fur et à mesure de cette nuit, eh bien, on va aborder les États qui sont vraiment très importants et ceux qui font la différence. Peut-être qu'à 4 heures du matin, on connaîtra le nom du futur président si notamment dans les 4 swing states qui sont à l'Est, eh bien, un nom sort, celui d'Obama ou celui de McCain. Les sondages donnent Obama, mais ce n'est pas encore joué, loin de là. Bonsoir Jean-Louis. Bonsoir Pierre. Alors, on va commencer avec l'économie, bien sûr, parce que cette élection a une résonance économique planétaire. D'ailleurs, les marchés boursiers aujourd'hui se sont vraiment enthousiasmés. Je ne sais pas si ça a un rapport avec l'élection américaine. Est-ce qu'il faut y voir un message, un signe déjà ? Alors, c'est vrai que depuis ce matin, Tokyo, puis après Paris, Londres, Francfort et même les États-Unis, New York, grosso modo, les hausses allaient de 4 à 6%. Faut dire que les volumes étaient petits. Donc, on dirait qu'il y a une neutralité positive des marchés. Il s'est pas fait beaucoup d'échanges. En plus, ça fait quand même 8 jours que ça dure. Donc, je ne sais pas si c'est un redressement structurel, mais il est clair que l'affaire américaine a joué un rôle majeur, je crois, pour 2 raisons. La première, c'est que ça fait quand même 8 mois qu'on est déjà dans la crise. 8 mois dans la crise de façon qui se précise au fur et à mesure que le temps passe. Et l'administration américaine, on ne peut pas dire qu'elle n'a rien fait, ce n'est pas vrai. Le plan Paulson est là pour quand même le démontrer. Mais il y a quand même un vide politique à la Maison-Blanche. Enfin, nous allons sortir de l'ambiguïté. Les marchés détestent l'incertitude, qu'elle soit financière, économique et politique. Ils vont au moins sortir de cette incertitude et sans doute c'est cela qu'ils saluent. Et puis, ils votent Obama, incontestablement. Ils votent Obama sans savoir peut-être très bien pourquoi. Ils votent Obama pourquoi ? Parce que on ne veut pas rester dans cette continuité. On voit bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas aux États-Unis, que c'est un peu... Ça change. Voilà, il faut que ça change. Alors, quel changement ? On n'en sait trop rien. Donc on sort de l'ambiguïté, on va sortir de la continuité, on va vers le changement avec un point d'interrogation quand même. Quels sont les grands chantiers économiques qui sont à venir aux États-Unis ? Vous avez parlé du plan Paulson, ça c'était une réponse directe à la crise financière, mais il y a quand même je voyais General Motors qui est une vraie catastrophe, qui sort des chiffres catastrophiques aujourd'hui. Il y a quand même des grands axes. Alors il n'y a pas que General Motors, parce qu'on a eu les chiffres de la chute du marché automobile aux États-Unis au mois d'octobre, moins 30%. C'est quand même, on peut appeler ça quand même un cataclysme. C'est quand même considérable avec des chutes pour General Motors de 40%. Donc là, il y a vraiment quelque chose. Et c'est vrai que si on prend tous les indices américains, ils sont mauvais. Tous, sans absolument aucune exception, sauf peut-être le commerce extérieur qui se redresse un petit peu. Mais si vous prenez la croissance, on est pratiquement à zéro. Vous prenez la consommation, on est à moins 3% pour le mois d'octobre. La consommation qui fait 70% du PIB américain. Donc, c'est quelque chose de considérable. La crise bancaire. Donc, on est véritablement dans une situation inextricable, apparemment inextricable. Or, il se trouve que le nouveau président arrive avec sans doute, si c'est Obama, avec un enthousiasme important et une marge de manœuvre quand même étroite, parce que, grosso modo, nous allons vers un déficit public américain qui, en 2009, sera de 9%. Le déficit public américain est structurellement assez faible depuis de nombreuses années, mais avec toutes les mesures du plan Paulson, on arrive à 9% de déficit et on arrive à un gonflement de la dette publique considérable. Donc, le nouveau chef de l'État va avoir il ne peut pas effacer ses dettes, il ne peut pas effacer ses déficits d'un coup de baguette magique. Il se retrouve avec tout ça sur les bras et ça va être quand même compliqué pour lui. Sa première mission, je crois, ça sera de redonner confiance aux Américains. De ce point de vue, Obama semble avoir une meilleure carte que McCain. Redonner confiance à un Américain qui, culturellement, est optimiste
et qui aujourd'hui arrive à des niveaux de pessimisme assez inquiétants pour les Américains. Assez inconnu. En quoi ce qui va se passer là-bas, quelle que soit l'issue du vote, nous concerne du point de vue économique, nous en Europe et nous en France en particulier? C'est une importance majeure et je crois qu'il faut, pour répondre à cette question, retenir 2 chiffres et une donnée. Les 2 chiffres sont les suivants. 40% du commerce mondial, ce sont les échanges entre l'Europe et les États-Unis. Donc c'est un poids absolument considérable. Deuxième chiffre, 20% des exportations européennes se dirigent vers les États-Unis. 20% des importations européennes viennent des États-Unis, avec un déficit commercial en faveur de l'Europe. Donc on est sur des chiffres et des données extrêmement lourds. L'autre fait à connaître, c'est qu'il y a 49 dossiers de contentieux commerciaux entre l'Europe et les États-Unis déposés à l'OMC. C'est donc ça veut dire qu'entre l'Europe et les États-Unis en matière commerciale, ce n'est pas, je dirais, une nuit d'amour. C'est pas du tout ça. C'est véritablement assez tendu. C'est les problèmes d'Airbus, c'est le problème des bœufs aux hormones, c'est la régulation des marchés agricoles. Ça va jusqu'au commerce de la moutarde, etc. Des choses comme ça. Et il y en a donc de manière considérable. Et là, chez nous, il y a 2 écoles. Il y a l'école qui vous dit, bon, vaut mieux Obama, parce que Obama, c'est un homme qui prône le multilatéralisme, la discussion. C'est pas les États-Unis au centre du monde, c'est les États-Unis ouverts qui discutent avec tout le monde et qui essaient de trouver une solution consensuelle avec tout le monde. Mais il y a un deuxième aspect, l'aspect McCain, c'est que McCain est un libre-échangiste. Et il l'a démontré dans l'affaire Airbus, notamment. C'est lui qui a fait capoter le contrat Boeing-Pentagone. Et qui a permis à Airbus d'avoir cet accès pour l'armée américaine, en plus. Et pour l'armée américaine. Alors après, c'est revenu en arrière pour d'autres raisons. Alors que Obama ne s'est jamais prononcé vraiment sur cette affaire. Il est même contre des accords libre-échangistes entre l'Amérique du Nord et le Mexique. Et il y a une tradition protectionniste du Parti démocrate, depuis Roosevelt d'ailleurs, avec une mise entre parenthèses avec Clinton, mais il y a une tradition protectionniste démocrate qui fait que c'est pas automatiquement Obama ne sera pas, disons, plus ouvert systématiquement sur les questions commerciales et économiques. Absolument. Donc le débat est ouvert. C'est une erreur de croire que ça va changer à ce point-là. Voilà, exactement. En tout cas, on en reparlera dès demain soir, parce que là, on connaîtra le nom du futur président des États-Unis. J'espère. Qu'on ne le connaisse pas aussi si on recompte, comme la dernière fois, où il y a 8 ans. Mais on en tirera effectivement les leçons économiques. Voilà. On va maintenant parler de ces élections avec mes 3 invités. On a beaucoup de choses à vous montrer. C'est l'histoire qui est en marche en ce moment même, outre-Atlantique, l'Amérique qui choisit entre Barack Obama et John McCain, l'Amérique qui tourne la page, George Bush, l'Amérique qui est ce soir au cœur des plateaux de Pierre Sled avec, sur le plateau de Bouge la France, le sénateur UMP Michel Thiollière, le sénateur socialiste Richard Young et François Durper, il est chercheur et spécialiste des États-Unis. Voilà, Richard Young, bonsoir Michel Thiollière et bonsoir François Durper. Vous continuez à vous asseoir, prenez votre temps. Moi, j'ai quelque chose à vous montrer. C'est Jean-Louis Gombault qui m'a ramené ça du New Jersey. On vous parle de la complexité du scrutin américain parce que ce n'est pas l'élection présidentielle comme tout le monde le croit, ce sont les élections générales, et tellement générales d'ailleurs qu'on vote pour beaucoup de choses. Je vais vous montrer, venez avec moi, je vais vous montrer le bulletin du New Jersey qui va vous expliquer, et vous allez pouvoir comprendre à quel point c'est compliqué, à quel point ça met du temps de voter. François, je passe sous le contrôle de François Durper. Alors on regarde ça, voilà le bulletin déjà qui est quand même, vous avez vu, pas petit du tout, il est absolument immense, et il y a plusieurs votes. Il y a effectivement l'élection du président électeur, alors vous votez McCain ou Barack Obama, mais il y a tous les autres, parce qu'on parle effectivement de Barack Obama et de McCain, il y a multitude de candidats, il y a le parti libéral, il y a les socialistes, les travailleurs socialistes, il y a le parti de la Constitution, il y a les Verts, enfin il y a absolument tout autre, et il y a le fameux Nader. Il y a Cynthia Kinney, qui est noire américaine, absolument. C'est le seul candidat noir. Il y en a une autre, et c'est une femme noire, et pour le parti vert. Absolument. Donc ça, c'est la première colonne. En la colonne du dessous, c'est les élections sénatoriales. Un tiers du Sénat est renouvelé à l'occasion de cette élection. Et là, vous avez, pareil, tous les candidats. Il y en a un petit peu moins, mais vous avez... Ensuite, vous avez la Chambre des représentants qui, elle, est renouvelée en totalité. Là, vous n'avez plus que 3 candidats. On parle toujours pour le New Jersey. Et puis ensuite, vous avez le county clerk, c'est les représentants du comté. Donc là, vous avez le choix, républicain et démocrate. Vous avez les membres du board qui
présente également républicains et démocrates. Et vous avez on pourrait appeler ça les conseillers municipaux, members of the township committee, et vous avez le choix également entre les deux. Ça, c'est donc... Vous avez donc 6 votes à faire différents pour 6 élections différentes. Mais ce n'est pas fini, parce que vous avez aussi les changements constitutionnels de l'État. Et en l'occurrence, dans le New Jersey, vous avez 2 changements qui sont proposés. C'est la façon dont vous allez pouvoir racheter des parcelles de terrain des gens qui sont expulsés, donc qui sont vacantes. Avant, il fallait payer avec du cash, donc avec des dollars. Et là, on vous demande, est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on puisse payer avec des bons, avec voilà. Et donc, vous avez voté en bas, oui ou non, et vous avez ce choix-là. Et puis le deuxième changement du constitutionnel, c'est la façon dont sont sélectionnés les juges suprêmes des cours locales. Et voilà, ils étaient avant élus, et là on parle de sélectionner d'une autre façon. Donc le choix. Et une fois que vous avez donc un avis peut-être sur l'ensemble de ces choix proposés, que ce soit constitutionnel au niveau des élections, et bien là on vous explique comment on vote. Et alors là ça devient carrément, il faut bien se concentrer, il faut presser le bouton 1 comme on vous le dit. Ensuite il faut sélectionner le changement. Franchement c'est plus facile de tirer de l'argent dans une carte dans un distributeur de cartes bancaires, et ça devient très très compliqué. Voilà. Ceci étant dit, je reviens vers vous pour aborder ce sujet. Je commence avec vous, François. C'est vrai que on parle de participation exceptionnelle. Là, on va arriver probablement aux alentours de 70%. C'est ce que nous disent les premiers chiffres. Ce qui est exceptionnel aux États-Unis, d'habitude, c'est 50%. Alors que c'est, vous l'avez vu, on vient de le voir, très compliqué de voter aux États-Unis. Oui, il faut avoir envie de voter. Vous rappelez que, alors, j'allais même dire que ce bulletin est assez simple. Rappelez-vous du bulletin en Floride qui avait posé problème il y a 8 ans. Vous vous rappelez, Al Gore avait perdu, on avait recompté. Alors là, il y avait l'histoire du butterfly ballot, le bulletin papillon, hein, et donc on pouvait voter pour un candidat, et en fait on avait voté pour l'autre, hein. C'était très compliqué visuellement, il faudrait en avoir un, mais visuellement on pouvait avoir cette impression d'avoir voté pour Al Gore alors qu'on avait voté pour Bush. Alors un chiffre, hein, sur la participation qui est assez intéressante, c'est un chiffre local, mais c'est la Virginie, et la Virginie c'est un État cette année, un swing state, alors qu'habituellement la Virginie est un État rouge, c'est un État républicain. Eh bien les bureaux ont ouvert à 7h du matin, à 10h du matin, on avait déjà 40% des gens qui avaient voté. Donc quasiment autant que dans la journée auparavant. Voilà. Donc c'est-à-dire que, et puis on a vu des queues de 1000 personnes, enfin on a vu les images, hein, c'est une participation record. Puis alors attention, il y a ces queues, mais il y a eu le early voting. Il y a eu le vote pendant un mois avant, du 20 octobre jusqu'à dimanche dernier. Les Américains ont voté, 23 millions d'Américains se sont déplacés. Alors là il y a quelque chose d'intéressant, c'est que 6 millions de ces Américains ont répondu leur affiliation. Vous savez que quand vous vous inscrivez, on vous demande votre affiliation démocrate ou républicain. Et alors sur 6 millions, c'est un sondage quand même très important, eh bien 58% se sont affiliés démocrates. Alors là on va se dire... Barack Obama va gagner avec 58%. Mais c'est pas si simple, parce qu'on peut penser, par exemple, que les républicains attendent le dernier moment pour voter, et que c'est eux, aujourd'hui, qui constituent la majeure partie des gens qui sont dans la queue. Comme ça s'était produit en 2000, où on avait vu, effectivement, je sais pas si vous vous souvenez, une participation très importante. On avait dit, voilà, les jeunes se mobilisent pour démocrates, pour Al Gore. C'était pas du tout ça. C'était les représentants des églises, en particulier, qui avaient travaillé pour réveiller l'électorat républicain. Il y a 8 ans, mais il y a 4 ans également, John Kerry, il y avait une participation 110 millions d'Américains, plus 10 millions par rapport à 2000, et donc on s'était dit, c'est bon pour John Kerry. Un représentant républicain avait même dit, c'est fichu pour nous. Eh bien non, eh bien en fait cette mobilisation s'était portée vers George Bush. Alors Michel Thiollet et Richard Young, comment vous expliquez, enfin j'imagine qu'il y a 1000 explications, qu'il y ait cet engouement cette année pour les élections américaines. C'est vrai que les moyens de communication se sont développés depuis même la fois dernière avec Internet et tout le reste. Mais franchement, on est tous accros là, non? C'est pas votre cas? Si, certainement.
Je remarque d'ailleurs qu'il n'y a pas de shérif et il n'y a pas de juge sur le bulletin de vote que vous évoquiez. Alors que il n'y avait pas changé. Il y a cette particularité qu'on élit les juges et les shérifs. Bon. Vous savez, en Allemagne, on a des bulletins de vote de cette taille-là. C'est pas spécifique. Mais sur je crois qu'il y a la personnalité d'Obama est une personnalité qui a créé quand même un mouvement. On peut parler peut-être de charisme, d'attrait particulier. Je crois pas que ça soit le cas de McCain, qui est quand même plus classique dans sa présentation, mais il y a certainement un engouement au-delà même des minorités, des diversités, autour de la personne d'Obama. Et puis il y a probablement aussi la fin d'un cycle, la fin du cycle Bush, une certaine fatigue, une certaine désillusion, qui fait qu'il y a une aspiration à quelque chose de nouveau qu'apporte Obama. Et ce qu'on peut espérer, c'est que ce nouveau mouvement qu'il est en train de créer soit quelque chose qui perdure après son élection. Un peu comme c'était le cas avec Kennedy. Michel Tiola, Obama, on a du mal à le dire parce qu'il est soutenu par tout le monde, la droite et la gauche en France. Il est de droite ou il est de gauche? Écoutez, en tout cas, il est très nouveau, quoi. Il est très nouveau, et effectivement, comme le disait mon collègue, je crois que c'est un pays qui est fatigué aujourd'hui, et qui est épuisé des années Bush, et en même temps de la crise qui est en train de travailler durement le pays, socialement, économiquement. Et donc, face à ça, on a deux champions, parce qu'il faut quand même reconnaître qu'on a deux champions au bout de la course, qui ont quand même fait chacun une vingtaine de mois de campagne, qui sont les champions de leur camp, et qui, arrivent eux aussi en bout de course un peu essoufflés. Donc, il faut pas... Ça les a pas empêchés de remettre un dernier coup, et même encore aujourd'hui. À 72 ans, McCain, il a refait encore deux États aujourd'hui, le jour du vote, quoi. Donc on peut expliquer que le pays a envie peut-être de se réveiller, puis qu'il y a une urgence. Il y a une urgence qui est quand même la crise qui est là, et qu'il y a besoin de solutions à cette crise. Alors c'est vrai qu'en France, on a tendance à soutenir plutôt Obama, parce qu'effectivement, c'est à la fois le rêve américain réincarné, c'est l'image d'une nouvelle génération qui arrive, c'est peut-être pour nous Français l'idée qu'on a un président américain qui serait plus proche de nous, en tout cas plus tourné vers l'extérieur, même si on ne sait pas grand-chose du programme des deux, en fait, parce qu'il y a beaucoup de choses qui nous échappent, qui ont été dites aux États-Unis, mais qu'on n'a pas forcément connues en France. Et puis sur la relation internationale, je partage votre sentiment, qu'il faut peut-être s'attendre à un repli de l'Amérique sur elle-même, et peut-être un peu plus de protectionnisme pour sauver les meubles, et donc pour faire en sorte que la crise soit pas trop dure pour les Américains. Ceci étant, il y a à travers Obama l'image que l'Amérique peut être à nouveau ce rêve réincarné, et peut-être l'image d'une Amérique qui soit moins impérialiste à l'extérieur, moins difficile à supporter pour nous Européens, et peut-être plus conforme à l'idée qu'on se fait d'une république moderne, nous Français en particulier, et nous Européens en général. Yves Pozzo-di-Borgo, sénateur centriste de Paris, est au téléphone avec nous. Bonsoir. 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 Comment allez-vous suivre cette élection? Nous sommes au Parlement. Nous allons trouver à tous vous l'expliquer. Oula, on vous entend très très mal. Je crois qu'on va essayer de rétablir la ligne. Vous m'entendez? Voilà, ça va mieux là. Voilà. Je dis nous quelques commentaires. Nous allons nous retrouver, vos collègues de TF1. Ça va pas mieux. Ça va pas mieux. On entend un mot sur quatre. On va essayer de vous rappeler et de rétablir la ligne parce que c'est très compliqué. On parlait tout à l'heure, vous avez entendu avec Jean-Louis Gombaud de l'impact économique sur l'Europe. Parlons de l'impact politique. C'est quand même pas anodin. Si c'est effectivement un président noir, même si François Durper va nous expliquer qu'il est métis et qu'il n'est pas noir dans un instant, un président noir aux États-Unis, est-ce que c'est un signal pour nous, pour la politique française? On sait tout le mal qu'on a à placer sur les listes des candidats issus de la diversité, etc. Est-ce que ça peut donner un déclic? Oui. Moi, je pense que oui. C'est quand même un acte important qui est fait là. Et comme vous le dites, comme vous venez de le dire, en France, on a du mal tous à nous ouvrir. Soit à la parité avec les femmes, soit à la diversité. Donc là, il y a vraiment un coup de pied pour nous. Moi, ce qui m'a frappé, c'est que Obama a dit, sans doute à plusieurs reprises, il est effectivement à moitié blanc, à moitié noir, mais qu'il se sentait également à l'aise dans les deux mondes et dans les deux cultures. Et ça, je trouve que c'est quelque chose de très fort, et probablement c'est un de ses attraits, parce que chacun peut s'identifier avec lui et il est au fond à l'aise
il n'est pas dans l'exclusive de l'autre comme ça a été souvent dans le passé. Oui, c'est pas un choix entre blanc et noir. C'est beaucoup plus subtil que ça. Il les additionne et ça c'est quand même une force extraordinaire. Est-ce que François Durper, est-ce qu'il les additionne? Est-ce qu'il additionne aussi, c'est pas anodin, les Chicanos, les Asiatiques? Oui, je crois que c'est ce que vous venez de dire. C'est pas la moitié de l'un ou la moitié de l'autre. Finalement, dans le mot métis, je veux pas dénoncer ce terme qu'on adore en France, le mot métissage, mais si on prend l'étymologie, métissage, c'est la moitié de deux éléments purs. Alors déjà, il n'y a pas d'éléments purs. Vous voyez, le métissage, c'est une idéologie qui paraît quelque chose d'extrêmement généreux. En fait, il dit pas ça du tout, Barack Obama. Il est biracial, au sens américain du terme. Alors, race, aux États-Unis, c'est difficile parce que race, encore, voilà un mot qui nous divise. En France, race, tout de suite, ça fait penser à racisme. Il ne faut pas oublier que la race aux États-Unis, c'est la gauche américaine qui la porte. La race, ça veut dire, c'est tous les dispositifs d'affirmative action, de mesures, on dirait mesures de la diversité, parce qu'encore statistique ethnique, ça poserait problème. Donc, c'est ça qu'il dit aussi Barack Obama. Il est biracial. C'est-à-dire qu'il est et noir et blanc. Il ne choisit pas entre ou noir ou blanc. D'ailleurs, il a construit sa campagne comme ça. Il s'est construit, alors qu'il était de père kényan, mais il s'est construit noir américain, dans le regard des Noirs américains aujourd'hui, il est l'un des leurs, et il s'est construit chez les Blancs comme l'enfant du Kansas. Il y a des spots publicitaires d'ailleurs dans la plupart des États du Midwest où il ne montre que sa grand-mère, que son grand-père et que sa mère blanche. Alors les Latinos sont un vote très important cette année puisque aujourd'hui c'est la première minorité, 15% des Américains sont des Latinos, et les Latinos, alors vous savez comme c'est État par État le vote, eh bien dans les États clés, les Latinos constituent plus de 10% des électeurs. Ça veut dire qu'on a là, contrairement par exemple aux Afro-Américains qui sont plus déséquilibrés entre le Sud et le Nord. Et même à Los Angeles, c'est beaucoup plus. Voilà, mais Los Angeles, on a là la Californie qui est acquis au vote démocrate. Mais par exemple, il y a un élément historique tout à fait intéressant cette année, c'est que habituellement la Floride, eh bien, les Hispaniques sont en majorité cubains en Floride, et les Cubains, pour des raisons politiques historiques qu'on connaît bien, votent républicains. Comme d'ailleurs les Vietnamiens au sein des Asiatiques, les Asiatiques qui votent démocrates, mais les Vietnamiens, eux, votent républicains. Donc il y a des sous-groupes à l'intérieur de ces blocs électoraux. Eh bien, cette année, dans ces fameuses affiliations dont on parlait tout à l'heure, quand on s'inscrit sur les listes électorales, eh bien, pour la première fois, les Hispaniques se sont inscrits majoritairement du côté démocrate. C'est une question de génération aussi. C'est tout à fait une question de génération. Tout à fait. Ça veut dire que c'est pas la génération de la baie des cochons, c'est la suivante. Exactement. Les enfants, ces enfants-là, y compris cubains, votent plutôt démocrates et sont plus intéressés par le discours progressiste. Michel Thiollet, est-ce que justement ce qui pouvait apparaître comme un handicap, ça a été d'ailleurs l'enjeu de la primaire démocrate? Est-ce que c'est une grosse responsabilité de mettre un noir quand même comme candidat? Est-ce qu'il pouvait apparaître comme un handicap? C'est devenu justement un atout en disant 1 + 1 font 6 ou 7 races différentes en fait. C'est d'ailleurs la devise des États-Unis. C'est de plusieurs, on en fait un. Et donc à partir de là, effectivement, je crois que Obama raconte une histoire américaine. Il raconte le rêve américain, il raconte l'aventure américaine d'un jeune d'origine effectivement mixte, si on peut pas dire métissé, mais en tout cas qui a fait des grandes universités, qui est passé par Harvard et qui a ensuite choisi d'aller à Chicago, une ville qui représente un petit peu l'aristocratie de la culture, de l'université, mais qui a choisi d'aller dans un quartier difficile de Chicago, où il a fait du social, de terrain, et qui a montré qu'à la fois il rendait, ce qui est très américain aussi, ce que l'Amérique lui avait permis de faire, c'est-à-dire des études de haut niveau en venant d'un milieu défavorisé, et qui rendait à l'Amérique ce qu'elle lui avait apporté en allant lui-même s'impliquer. Et il ne se passe pas de journée sans qu'il explique aujourd'hui tout ce qu'il doit à ses parents et à sa grand-mère qui vient de décéder, parce que c'est elle qui lui avait appris le rêve américain et ce mythe de la réincarnation du mythe à travers ce qu'il est en train de faire aujourd'hui. Donc il apporte beaucoup, et demain, si c'est lui qui est élu, mais si c'est McCain, ce sera la même chose, et on va passer du mythe et du rêve à la réalité. Et là, on va se frotter à la réalité. La réalité sera la même pour les deux, mais ce qu'il faut peut-être comprendre, c'est que le politique, et notamment le nouveau président élu, sera investi officiellement au mois de janvier. Il aura donc 2 mois pour se roder en quelque sorte à son nouveau job, pendant que Bush s'en ira. Mais pendant ce temps, ça veut dire aussi que ce qu'il a incarné pendant cette campagne électorale est capable aussi de renverser des montagnes. Et c'est ça peut-être la magie aussi de la politique, c'est que face à une réalité qui est on ne peut plus difficile, au niveau international ou au niveau américain aujourd'hui, notamment avec la crise,
peut-être que Obama élu peut entraîner avec lui un tel mouvement d'adhésion que ça change le contexte. Effectivement, c'est pour ça qu'on fait de la politique. Ce n'est pas pour suivre ce qui est en train de se passer, mais pour changer. Et Obama, s'il arrive à ça, effectivement, ça sera une grande chance pour l'Amérique de se réveiller avec un président qui la changera vraiment, parce que il dit change we can or change we need. Ça veut dire le changement dont on a besoin, et on a besoin du changement. Et s'il arrive à incarner ça, effectivement, il aura gagné la partie et ce sera bien pour tout le monde. Yves Pozzo-di-Borgo, on l'a retrouvé normalement. On a compris que vous étiez loin, compte tenu de la qualité de... Vous m'entendez là ? Oui, voilà, très bien. Vous m'entendez là comme ça ? Je suis à l'ONU à New York. Très bien. Allez-y. Alors, décrivez-nous comment vous allez passer cette nuit, enfin cette journée pour vous, cette soirée. Non, alors c'est essentiellement on a une visite à l'ONU et c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup trouvé de monde qui pouvait voter McCain à l'ONU. Mais en même temps, vous m'entendez bien, ça va? Oui, vous inquiétez pas, c'est parfait. Mais c'est vrai que il faut quand même être très prudent sur le résultat. La plupart des observateurs qui rencontrent le sport disent qu'il faut attendre, vous êtes important tout à l'heure en parler, il faut attendre le résultat de la Virginie, qui devrait tomber à 9h, heure de New York. Parce que la Virginie est un État républicain, beaucoup de gens sont inquiets d'ailleurs, à l'heure des élections, c'est à 7h du matin, pour son autant. Alors, mais est-ce que ce sont le droit de voter pas qui vont voter? Ça recoupe. Je suis désolé, Yves, ça recoupe. La qualité est partie, c'était bien au début. On a compris. C'est que ce qui est déterminant, il disait donc qu'à New York, évidemment, on est dans l'État de New York, donc quasiment tout le monde vote c'est pas une énorme pour les suspense, démocrates. Il n'y a pas de suspense, mais qu'on attend avec impatience le vote en Virginie, parce que c'est ce qu'on disait tout à l'heure. La Virginie, eh bien, cette année est un swing state. Et si jamais la Virginie venait à voter pour Barack Obama, ça ne veut pas dire qu'il sera nécessairement président, mais ça serait déjà un pas vers la présidence. On va rappeler, parce qu'on va suivre, je vous le rappelle, cette soirée, cette nuit, en direct sur Public Sénat à partir de 3h du matin, en 2 parties. Je serai d'abord avec Caroline Delage et Saveria Rojek, d'ailleurs, pour vous, et beaucoup d'invités, bien sûr, pour avoir les résultats État par État. On va commencer par l'Est, et puis ensuite, il y aura une deuxième partie avec Pierre-Henri Gergonne qui sera là et qui vous expliquera à partir de 6h du matin l'évolution, mais peut-être que tout sera joué ou pas, on n'en sait rien. Voilà, ce qu'il faut savoir, c'est, et je peux laisser la parole à François qui connaît ça mieux que tout le monde, au niveau horaire, ça va se passer comment, chronologiquement ? Alors, évidemment, c'est un État fédéral, donc ils cherchent à nous compliquer la vie. C'est pas un État centralisé comme le nôtre. Oui, il y a le décalage horaire. Oui, alors, il y a le décalage horaire. Ils ont l'idée d'être un État fédéral et en plus d'être un État continent avec des fuseaux horaires, 3 heures de différence avec la Californie. Et donc, comme c'est un État fédéral, ils ont des règles différentes. Et donc, ils ne terminent pas aux mêmes heures. Par exemple, sur la côte Est, eh bien, les bureaux de vote terminent à 20h. Ça veut dire que résultat, ça fait 2 heures ici. Ça veut dire une demi-heure plus tard pour les premières estimations. Caroline du Nord, Ohio, Wisconsin, les bureaux ferment à 19h30. Georgie, Caroline du Sud, Indiana, Kentucky, 19h. Midwest, alors le Midwest, il faudra attendre 21h, mais il y a un décalage horaire. Mais alors, François, pour nous concrètement, ici, en France, alors, 1h du matin, les premiers résultats, les tout premiers. Si c'est très tranché, et qu'on a un des 2 candidats, on ne dit pas lequel, on ne sait pas, qui est très loin devant, on aura probablement dès 3h du matin quasiment le nom du futur président. Si c'est beaucoup plus serré, il faudra attendre probablement des États comme par exemple le Colorado et peut-être même 6 heures du matin pour avoir les premiers résultats. Et si alors c'est tellement serré qu'il faut recompter les voix État par État, alors là on aura la réponse, comme en 2000, dans plusieurs jours. Je reviens sur le fond maintenant de la campagne que vous avez suivi l'un et l'autre, et François bien sûr. McCain a fait la campagne jusqu'au bout. 7 États hier, 2 États encore aujourd'hui. Est-ce que c'est pour rattraper une mauvaise campagne où il a quand même pas fait la différence, il s'est cherché un petit peu? Oui, certainement. Il est tombé assez vite derrière et il a fait la course derrière. On le sent depuis plusieurs mois. En particulier, sans doute au début, a-t-il fait l'erreur de se rapprocher trop de l'héritage de Bush,
Ce qu'il a corrigé ensuite, puisqu'on lui a expliqué que c'était pas la meilleure chose à faire, mais là-dessus il a certainement perdu du terrain. Je repense à la question que vous posiez tout à l'heure sur qu'est-ce que ça changera vis-à-vis de l'Europe. C'est une question importante pour nous. Moi, je pense, si c'était Obama, que la première chose, c'est que ça changera notre regard vis-à-vis des États-Unis, parce que depuis quand même 8 ans. Il y a un regard un peu désabusé et un peu négatif, qui parfois d'ailleurs se teinte d'anti-américanisme à tort, mais enfin c'est comme ça. Obama peut... D'anti-impérialisme aussi souvent. Oui, enfin, toutes les thèses que vous connaissez. Obama peut créer là un nouveau rapport, et d'abord un rapport positif de nous vers les États-Unis. Et ensuite, on peut imaginer aussi une ouverture un peu plus grande. Ce que vous voulez dire, c'est que ça va être moins la honte d'admirer les Américains en France, un peu. Voilà, on peut devenir un ami, devenir un ami des États-Unis sans raser les murs. J'ai des sueurs froides parce que je crois entendre une émission d'il y a 4 ans, heure pour heure, où on se disait, mais avec John Kerry, tout ne va pas changer. Donc on était le soir, on se disait il y a un taux de participation tel que ça va réussir forcément aux démocrates, et il y avait des commentateurs qui nous disaient mais attention, parce qu'avec John Kerry, ça changera pas nécessairement tout. Ça a tellement pas changé que John Kerry n'a pas été élu. Alors je donne quand même, en tant que pro-Obama, on se doute, on comprend vos sueurs froides. Non, simplement, je vais donner des sueurs froides aux pro-Obama, dont je ne suis pas, je suis que simplement analyste. Donc je dis simplement que faut faire attention à l'effet New Hampshire. Vous vous rappelez que dans le New Hampshire, c'est le 2e État à voter lors des primaires, on l'avait analysé ici, et d'ailleurs on avait été peu prudent en disant que le New Hampshire c'est quasiment fait 10 points d'avance pour Barack Obama sur Hillary Clinton. Ça semblait tellement fait qu'Hillary Clinton a pleuré, craqué en direct, bon. Et CNN a fait tourner en boucle l'idée que de toute façon il y avait 10 points d'avance et que la marge d'erreur était de 5 points. Alors les Américains, vous leur dites, il y a 10 points d'avance, la marge d'erreur est de 5 points. Alors attention, c'est ce qu'on dit depuis 24 heures. Alors il faut quand même dans nos démocraties dire une chose. Il y a l'opinion, il y a les faiseurs d'opinion dont on fait partie. Quand les faiseurs d'opinion disent à l'opinion l'élection est faite, l'opinion se charge de leur rappeler que la démocratie se passe dans l'isoloir ou devant les machines, comme aux États-Unis. Donc je ne dis pas nécessairement que l'histoire se répétera et que Barack Obama va perdre. Je dis simplement qu'il faut rester prudent pendant quelques heures parce que c'est un véritable vote. C'est vrai que tout le monde attend la victoire d'Obama, les sondages le disent, l'avancée est quand même suffisante, encore qu'elle s'est rétrécie. Qu'est-ce qui pourrait faire perdre Obama, là, dans les dernières 48 heures qu'on vient de... Je partage votre avis, rien n'est décidé et rien n'est fait tant qu'on n'a pas voté, qu'on n'a pas compté le dernier bulletin. Alors, je crois que les Américains, aujourd'hui, ont besoin de changement. Et les deux, d'une certaine manière, à leur manière, apportent le changement. McCain, c'est une sorte de changement par rapport à l'ère Bush de la manière dont il s'en est distancié, même s'il a traîné effectivement l'héritage pendant quelques mois. Mais il s'en est assez séparé aujourd'hui pour apparaître quelqu'un qui est droit dans ses bottes, qui rassure l'Américain moyen par le fait que c'est un petit peu, bon, on va parler du pays, on va se retrouver entre nous et on va être fiers d'être Américains pour mener à bien nos réformes, nous Américains entre nous. Bon, c'est une forme de changement par rapport à l'ère Bush, donc on sera sans doute moins sur l'impérialisme extérieur, entre guillemets, et plus revenu à nos territoires américains. Obama, effectivement, c'est le changement, mais un changement audacieux. Ça suppose que les Américains aient envie de changer pour essayer quelque chose, une forme de nouvelle frontière qu'ils n'ont pas essayé encore avec un homme qui est effectivement différent de ceux qu'ils avaient comme président. Donc des deux manières, on aura du changement. Alors qu'est-ce que ça peut faire après pour nous? Qu'est-ce que ça peut apporter pour nous? On peut dire que McCain, ça sera moins la surprise parce qu'on connaît un peu ce qu'ont fait les républicains depuis quelques années. Alors que c'est un des plus surprenants républicains, McCain. Oui. C'est vrai qu'ils ont du mal à le canaliser quand même. Il lui-même dit qu'il ferait l'ouverture à l'américaine en allant chercher chez les soutiens d'Obama un certain nombre de responsables de sa future administration s'il était élu. Pour Obama, bon, c'est un peu l'aventure, effectivement. C'est l'aventure parce que depuis le début, c'est un homme qui surprend son camp et qui surprend les Américains. Je vous rappelle que si on a fait l'émission il y a 1 an et demi,
demi, on aurait tous sans doute parié pour Hillary Clinton, et on se retrouve avec Obama. Pas ici, pas sur ce plateau. Pas sur ce plateau. Il y a 2 ans, on pensait quand même qu'elle était mieux placée pour l'emporter au final. Et puis ça a été Obama, et donc c'est un peu la surprise. Alors ceci étant, après, c'est les Américains qui vont choisir, et on sera bien obligé de faire avec leur choix, comme ils feront avec le nôtre. Donc il faudra de toute façon qu'on trouve des voies et moyens de s'entendre avec eux pour remettre de l'ordre dans la maison économique qui est bien ébranlée aujourd'hui, et pour régler un certain nombre de situations internationales qui ne l'ont pas été depuis maintenant quelques années. Très bien, merci beaucoup. On va s'arrêter là parce qu'on va se reposer et suivre l'évolution. Une petite dépêche qui est tombée. La grand-mère de Barack Obama a pu voter. C'est-à-dire qu'elle a voté. Elle faisait partie des 30% américains qui avaient voté. Alors, elle avait voté par procuration, et donc ça a été tranché. Son vote sera comptabilisé. Je monte parce que je l'ai pas remontré. L'unité réinventée que vous avez écrit, François, avec Thomas Segarov, qui sera là avec nous tout à l'heure. D'ailleurs, en début d'émission, 3h du matin pour le début de cette nuit. Merci à tous les deux, à tous les trois même. Saveria Rojek pour les quelques unes de journaux, parce que tous les journaux ont décalé, je crois, leur temps de bouclage. Merci beaucoup. On se retrouve tout à l'heure. Tout de suite, Saveria. Voilà les premières unes de vos journaux demain, en sachant que bien sûr elles seront sans doute modifiées dans la nuit. À la une de Libération, les défis du nouveau président. Le nouveau chef d'État va être confronté à des problèmes historiques pour cette élection historique, justement. Défi historique également à la une des Échos. Menacée de la pire crise depuis 1929, l'économie sera la première des priorités du nouveau président. Et puis élection historique également aussi à la une de La Voix du Nord. La participation est d'ores et déjà record, autour de 70%. Voilà, ça sent les unes qui ne seront pas les unes définitives, parce qu'évidemment, on ne peut pas dire grand-chose de plus pour l'instant. Je vous donne donc rendez-vous avec Saveria d'ailleurs et Caroline Delage à partir de 3h du matin pour le début d'une nuit. Première partie, Goodbye Mr. Bush jusqu'à 6h, et ensuite Pierre-Henri Gergogne à partir de 6h. On ne sait pas à quelle heure on aura le nom du président, mais en tout cas, voilà, rendez-vous tout à l'heure, 3h du matin. Orsen Roseau réalisé Bouge la France. Pierre-Henri Gergogne, vous le retrouverez tout à l'heure, était là aussi. Anaïs Jeunet a préparé cette émission. Face à nous tout de suite, Michel Grossior qui reçoit Ramayad. À tout à l'heure. Ici parce que c'est la vraie grande aventure. Pour moi, c'est toujours vrai. Je partage toujours cet avis. Je me suis mis au travail tout de suite. 35 ans après un reportage diffusé sur Antenne 2, Hélène Risser et Thomas Raguet sont retournés en Inde. Tous ces arbres ont été plantés par les Aurovilliens, et on en a planté, je crois, 5 ou 6 millions. Ils ont retrouvé plusieurs pionniers d'Auroville, cette ville utopique, sans gouvernement et sans argent. C'est une initiation personnelle. Auroville, histoire d'une utopie, c'est un document exceptionnel sur Public Sénat. Qui sera le prochain président des États-Unis, John McCain ou Barack Obama? Pour suivre en direct les résultats des élections, passez la nuit du 4 au 5 novembre en compagnie de Public Sénat, avec ses journalistes et nombreux invités, et CNN en traduction simultanée. La nuit américaine en direct, c'est Bouge la France, présenté par Pierre Sled à 22h, puis à partir de 3h du matin, une tranche d'information en continu.
Ramayad, secrétaire d'État aux Affaires étrangères et aux droits de l'homme, est notre invité. Bonsoir. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté notre invitation en ce jour de vote historique aux États-Unis. Verrons-nous un jour un noir ou un descendant d'immigrés du Maghreb faire son entrée à l'Élysée? Eh bien, l'actualité nous amène à poser cette question et bien d'autres, évidemment, sur le sens de ce qui se passe et de ce qui s'est passé également aux États-Unis depuis plusieurs semaines avec cette campagne américaine menée par Barack Obama. Vous publiez, Ramayad, par ailleurs, Les droits de l'homme expliqués aux enfants de 7 à 77 ans, qui peut se lire également comme une analyse lucide sur les difficultés, voire les limites de votre fonction. Vous nous en parlerez. Et pour vous interroger ce soir, Frédéric Gerchel du Parisien, aujourd'hui en France, notre partenaire pour ce rendez-vous de Face à nous, Bénédicte Charles de Marianne et Nordine Nabili du Bondi Blog. Alors, Ramayad, avant même le résultat du vote américain, comment est-ce que vous appréciez ce mouvement donc que semble avoir levé Barack Obama avec, on le voit, ces files d'attente devant les bureaux de vote dans un pays qui est généralement frappé d'abstention? C'est vrai que ce qui se passe aux États-Unis, avant, sans préjuger du résultat de cette élection, c'est la preuve d'une vitalité extraordinaire de la démocratie américaine. On n'a jamais vu autant de gens, de citoyens se mobiliser pour une élection. Je pense par exemple aux 1 million de volontaires levés par Barack Obama. Je pense aux foules immenses qui se pressent dans les meetings, aux records d'audience dans les télévisions. Et il est possible que, si ce rythme se poursuit, que des records tombent. Le record de participation, je vous rappelle que c'était celui de 1964 détenu au cours de l'élection de Lyndon Johnson, où on avait atteint 67% de taux de participation. Donc rien que cela, c'est quand même un signe extraordinaire de la vitalité de la démocratie américaine, à la manière dont l'avait décrit un Tocqueville, par exemple, à une époque. Frédéric Gerchel. Alors, s'il était candidat en Europe, Barack Obama serait élu haut la main. Mais est-ce qu'on se fait pas un peu d'idées sur lui? Est-ce que finalement c'est pas un Américain qui va tout de même appliquer une politique pour défendre son pays avant tout? Ce que je crois, c'est que on projette, nous Européens, mais pas seulement, puisque le phénomène va bien au-delà de l'Europe, on projette sur Barack Obama un rêve, un vieux rêve inassouvi, et peut-être un objectif, peut-être un souhait, je ne sais pas, je peux pas l'assurer. Et vous-même, qu'est-ce que vous projetez, vous? Moi, je fais une distinction entre les peuples et leurs élites. Ce que j'entends par là, c'est que je crois, au regard de ce que vous venez de dire, des différents sondages, que le peuple est prêt à voter pour des personnalités comme Barack Obama, mais simplement, les élites sont conservatrices et n'acceptent pas le changement, puisque la politique étant comme un marché concurrentiel, eh bien, moins on est, mieux c'est pour ceux qui y sont. Et donc cela est un préjudice pour pas seulement pour les personnes issues de l'immigration, mais pour toutes sortes de minorités. Je pense aux femmes et je pense aussi aux jeunes. Et alors qu'aux États-Unis, une chance extraordinaire a été donnée avec cette élection, mais en même temps, Obama, ce n'est pas, je crois qu'on se tromperait en pensant que c'est l'histoire d'une minorité qui a réussi. Obama, c'est pas le noir qui va être présenté. Il n'est pas dans cette optique-là. Je pense très certainement, c'est celui qui a réussi à dépasser les clivages. Et c'est ça son originalité. Est-ce que son élection va banaliser? C'est vrai qu'en France, on dit que c'est un noir qui va gagner, mais presque aux États-Unis, on n'en parle presque plus. Enfin, c'est presque pas un sujet. Alors, est-ce que ça va banaliser justement le fait qu'il y ait des gens issus des minorités qui peuvent arriver au pouvoir? Écoutez, il ne se passera rien sur de simples fantasmes en France. Il ne se passera rien sur des rêves. Le soufflet risque de retomber s'il n'y a pas une mobilisation derrière. C'est bien évident. Il faut que les partis politiques en tirent les conséquences. Moi, ce que je crois, c'est qu'en France, les minorités, disons, d'origine issue de l'immigration africaine, par exemple, comme les Obama, ont subi jusqu'à très récemment une triple invisibilité des partis au niveau des élus et au niveau du gouvernement. Bon, il y a que moi, et avant, il y avait Kofi Yamnian. Donc, on pourrait en rester là très facilement s'il n'y a pas de mobilisation. Je pense qu'il ne faut pas être dans l'illusion. Et quand vous dites qu'Obama sera le président des Américains, c'est très vrai. Obama ne sera pas le président du monde, qui va changer les lois en France, en Allemagne, au Kenya ou ailleurs. Ce sera America First, pour reprendre ce que disait Frédéric Gerchel. Bien sûr, parce qu'en plus, il aura des défis redoutables à relever. Il faut faire attention alors à ne pas s'aligner sur lui, là, parce que tout le monde communie, là, au culte Obama. Mais c'est normal. Une déception, justement, il y a tellement d'attentes, visiblement, dans les opinions européennes. Est-ce qu'il ne peut pas y avoir une déception? Michelle Obama a déjà dit qu'il n'était qu'un
un homme. Donc je pense qu'il faudra se rappeler cela. Mais sans plaisanterie, je crois qu'il aura à faire face à des défis immenses au plan intérieur. Je pense par exemple aux déficits budgétaires, aux déficits sociaux qui menacent aujourd'hui les classes moyennes américaines. Je pense aussi à la réforme du système de santé qui avait été déjà réformée par Hillary Clinton, mais partiellement. Je pense également à la crise financière qui est aussi une menace pour beaucoup d'Américains. Et puis, il a pris des engagements qui sont à tenir. Je pense, par exemple, en matière de fiscalité, il veut augmenter la fiscalité des plus de 250 000, des revenus de plus de 250 000 $ par an. Il veut baisser la fiscalité des petits propriétaires, par exemple. Sur le plan du mariage gay, il n'est pas contre. L'avortement, il est pour. Sur le plan du commerce international, il propose quand même un système qui avantagerait les travailleurs. Donc il y a beaucoup de choses à faire sur le plan intérieur qui vont, je pense, mobiliser Barack Obama. Et je crois aussi qu'il aura en même temps une sensibilité sur le monde, mais peut-être pas tout de suite. Le monde, je pense, sera dans une sorte d'état de grâce par rapport à lui. Et après viendra le temps de l'action et il sera leur temps de juger s'il est élu président, bien sûr. Bien sûr. Bénédicte. Justement, en tant que secrétaire d'État aux droits de l'homme, qu'est-ce que vous pensez du fait que Obama est favorable à la peine de mort, par exemple? Obama est un homme qui, traditionnellement, est plutôt à la gauche du Parti démocrate, ou je dirais plutôt à la gauche d'Hillary Clinton. On l'a vu à travers son parcours. Mais Obama est en campagne présidentielle. Il doit donc s'efforcer de rassembler tous les Américains. Et dans cette optique, il a dû recentrer son discours, et cela s'est vu notamment sur la question de la peine de mort, dans des cas bien spécifiques. Et au fond, ce que j'en tire comme leçon, c'est que Obama, c'est aussi un pragmatique. On l'a vu dans sa carrière de sénateur de l'Illinois, où il a souvent voté des textes avec les républicains. C'est le cas, par exemple, sur les armes ou sur la grippe aviaire. Et il dit souvent, moi, les partis, les considérations idéologiques, ces étiquettes ne me conviennent pas trop. Il n'y a pas une Amérique libérale et une Amérique conservatrice, il y a les États-Unis d'Amérique. Donc cette posture lui permet justement de pouvoir... Alors c'est un Sarkozy américain et noir, Obama, c'est ça? Si vous voulez, pourquoi pas. On pourrait trouver des coïncidences dans leur parcours et dans leur personnalité, en effet. Nordine Nabili. Alors justement, on parle d'Obama, on parle de l'Amérique. Moi, j'aimerais qu'on revienne justement à la manière dont on pourrait lire cette élection ici en France. Est-ce qu'au fond, l'élection probable de Barack Obama, c'est pas un coup de vieux à la classe politique française? Ce sera un défi délicieusement provocateur qui sera lancé à la France et à la vieille Europe. Mais je crois qu'on peut relever le gant parce qu'on a les ressorts, parce que en France, on a déjà vu des personnes issues de l'immigration accéder aux plus hautes responsabilités. Je pense à Gaston Monnerville, qui était sénateur du Lot en 1962, qui était devenu président du Sénat, et alors qu'il était guyanais. Simplement, ce qu'il faut observer, c'est que depuis, ça ne s'est pas refait. Ce qui veut dire que, non pas que la France est dans l'incapacité de produire ces choses-là, mais qu'il y a eu un recul, au fond. Parce que quand je regarde les États-Unis, j'observe qu'il y a aujourd'hui 4 gouverneurs noirs, qu'il y a 641 maires noirs, qu'il y a eu 2 secrétaires d'État aux affaires étrangères, Colin Powell et Condoleezza Rice, qui étaient afro-américains, qu'il y a 42 députés à la Chambre des représentants, un sénateur, qui est donc Barack Obama, tous ces gens étaient noirs. Et donc en 40 ans, ils ont fait... oui, en France, on a alors, on nous cite souvent pour l'Assemblée nationale le cas de Georges Paul Angevin, seul député noir. Mais elle est antillaise, elle est française depuis toujours. Je veux dire par ses parents aussi. Alors qu'il faudrait comptabiliser les personnalités députées issues de l'immigration. Et là, on est à 0. Comment vous expliquez justement vous dites que c'est les partis qui bloquent un peu en France. C'est les partis qui bloquent un petit peu en France. C'est les partis qui bloquent. Et il y a des lois pourtant, il y a des... il y a des pénalités financières. Pour les femmes, oui, pour les femmes, mais pas pour les personnes issues de l'immigration. Et de toute façon, ce genre de loi? Non, parce que de toute façon, il faut... Vous appelez un mouvement, vous l'avez dit, il faut un mouvement justement pour renouveler les élites. Mais qui peut l'initier? Vous, peut-être, bien sûr, mais avec qui? Ah non, mais moi, je ne cherche rien du tout. Moi, je peux avoir toute la bonne volonté du monde. Seul, je ne peux rien.
Je prêcherais, enfin, je pourrais peut-être, je sais pas, grappiller quelques avancées ici ou là, mais ça doit venir des partis politiques. Moi, je veux dire, regardez ce qui se passe n'allons pas jusqu'aux États-Unis. Soyons plus modestes et regardons ce qui se passe en Europe. En Grande-Bretagne, dès 1987, vous aviez 4 députés noirs, dont Paul Boateng, qui était d'origine ghanéenne et qui est devenu ministre délégué de l'Intérieur. Vous avez la Chambre des Lords, la très conservatrice Chambre des Lords, dirigée par Valerian Amos, qui est d'origine guyanaise. Regardez les Pays-Bas. L'Assemblée nationale des Pays-Bas, c'est 8,7% de personnes issues de l'immigration. Donc, il n'y a même pas besoin d'aller jusqu'aux États-Unis avec tout ce qui a été fait en matière de discrimination positive pour observer qu'au cœur même de l'Europe, il y a un retard. Et moi, j'ai envie de vous dire l'inverse, pour me faire plaisir, pour me rassurer. Mais simplement, cette situation m'inquiète profondément. Et alors que de la France, on attendrait qu'elle soit souvent en avance. Et je le répète, ce n'est pas le peuple qui est en retard. Qu'est-ce que vous proposez concrètement est-ce que vous pensez qu'il y a des solutions justement pour... Je pense qu'une des solutions concerne le cumul des mandats. Le cumul des mandats, notamment à l'horizontale, si je puis dire. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a des gens qui occupent des fonctions de parlementaires pendant 30, voire 40 ans. Enfin, c'est incroyable. Bon, c'est pas de leur faute, ils sont réélus, donc ils sont plutôt méritants. Mais je pense qu'il faut former des héritiers, des gens qui reprennent le flambeau. Et donc c'est là-dedans qu'est la réserve. Vous imaginez, vous, dans 15 ou 20 ans encore, comme étant une femme politique en France, ou est-ce que vous dites, moi, dans 5 ans, je vais dans le privé, comme font d'ailleurs les politiques américains. Si par exemple Barack Obama perdait cette nuit, on n'entendrait plus parler de ce monsieur qui fait le tour de la planète depuis maintenant 3 mois. C'est vrai que cela s'est passé ainsi pour quelqu'un comme Bill Clinton, par exemple, qui dès qu'il s'est retiré de la présidence, il s'est franchement retiré, il a créé sa fondation, etc. Il a fait autre chose. Ici, en France, on s'accroche un petit peu. Mais ce que je pense, c'est qu'il faut limiter dans le temps le cumul des mandats. Quand Nicolas Sarkozy décide, par exemple, de limiter à 2 le mandat, propose, et après c'est voté, de limiter à 2 le mandat du président. C'est une manière, à un moment donné, de laisser la place à une autre génération. Pourquoi on ne ferait pas la même chose pour les parlementaires ? Je lance juste une réflexion comme ça. Non, pas 2, je ne sais pas quel nombre, mais que ça s'arrête un jour. Pour ceux pour lesquels ça dure vraiment au-delà de 30 ans. Enfin, je pense qu'on peut penser que dans la circonscription, il y a peut-être des gens qui, fidèles à la pensée de celui qui a occupé la fonction, sont capables d'être des héritiers. Je ne sais pas. Je réfléchis. Je dis ça sans forcément que ce soit des gens issus de l'immigration qui prennent leur place. Justement, c'est pour ça que j'ai parlé des jeunes, c'est pour ça que j'ai parlé des femmes et de toutes ces catégories minoritaires qui n'appartiennent pas forcément à des catégories ethniques. Bénédicte. Alors il y a un sondage du JDD là qui est paru dimanche qui indique que 80% des Français sont prêts à voter pour un candidat noir. Mais ils sont seulement 47% à estimer qu'un candidat noir a des chances d'être élu. Qu'est-ce que ça signifie pour vous ? Est-ce que ça signifie que les gens estiment toujours que le raciste c'est le voisin et jamais eux, ou qu'au contraire, ils pensent que les partis bloqueront ? Comment vous interprétez ça ? D'abord, j'interprète le premier sondage comme étant quelque chose de très positif, c'est-à-dire 80% sont prêts à élire un président. Enfin, pensent qu'il a qu'il a des chances, le président noir. Ils sont prêts à voter pour lui. Seulement 47% pensent qu'il a des chances d'être élu. Sur le papier, c'est formidable. Ils auraient pu dire l'inverse, parce que tout ça se passe par téléphone, je crois, le sondage. Ça n'engage à rien de répondre à un sondage. Ça n'engage à rien. Dans ce cas, on peut dire ça aussi aux États-Unis. Alors attention, l'effet Bradley aussi en France. Mais pour la deuxième question, moi, je ne jetterai pas la pierre à la population. Je dirais simplement que, n'étant pas habitués, ils attendent de voir, ce qui est normal. Comment voulez-vous voter pour quelqu'un juste parce qu'il a une couleur de peau ? C'est absolument pas... Enfin, ce serait une régression. On vote pour quelqu'un parce qu'on vote pour une personnalité, un tempérament, on vote pour des idées, pour des convictions, pour des propositions, mais on vote pas pour quelqu'un juste sur la couleur de peau. Donc c'est pour ça que je trouve que ce sondage est faussé. Et puis tant qu'on n'est pas habitué à des gens, ça marchera pas. Et moi, je pense que, d'abord, il y a des candidats noirs qui se sont présentés. C'est pas comme si ça s'est jamais arrivé. Christiane Taubira s'est présentée à l'élection présidentielle. Stéphane Pocrin aussi. Dieudonné aussi. Simplement. C'est ça le problème. C'est que ce sont des personnalités qui se sont présentées soit en dehors des partis, soit dans des tout petits partis. La vraie révolution, elle aura lieu lorsque le Parti socialiste ou l'UMP, c'est-à-dire les 2 grands partis de France, auront un candidat. Alors, le but, c'est pas de sortir un noir et de dire on a notre noir, on va le présenter. Non. Il faut que ce noir ait des choses à dire, qui soient intéressants,
et qu'il ait du talent. Et ça ne manque pas. Alors, ce que vous dites, ça fait que vous ne pourrez pas quitter le gouvernement, Ramayad. Vous imaginez? Alors, si vous êtes la seule noire du gouvernement, vous quittez le gouvernement, il n'y a plus personne? Non mais attendez, ça ne marche pas comme ça. On n'est pas là parce qu'on est noir ou parce qu'on est femme ou parce qu'on est jeune. Moi, je ne l'aurais pas accepté. Ce serait un symbole qui serait un peu fâcheux. Mais je ne l'aurais pas. Enfin, moi, je vous le dis comme je le sens. Oui. J'aurais pas accepté d'être là comme un alibi. Bien sûr. Mais on va revenir sur votre bilan. Vous en parlez dans votre oui, livre. Il y a du boulot, il y a des idées, il y a des convictions. Je suis pas là juste pour colorer le. Bien sûr, mais vous êtes aussi un symbole. En plus de tout ce que vous avez rappelé, et alors qu'on dit qu'éventuellement vous pourriez quitter le gouvernement et ce serait quand même dommageable. J'allais vous poser la question. Non, c'est vous qui abordez la question, allez-y. Qu'en est-il alors de ces informations qui ne cessent de circuler? À cause des élections européennes, on dit qu'on vous met une grosse pression en ce moment pour que vous acceptiez de diriger la liste pour l'Île-de-France. C'est vrai? Non, j'ai pas de pression particulière. Moi, j'ai exprimé auprès du président de la République le souhait de m'engager aux élections, quelles qu'elles soient. J'ai pas fait le choix de laquelle. Je n'en sais rien d'abord parce que c'est pas tout de suite, ensuite parce que je tiens, et je le répète, à prendre le temps de la réflexion. Je ne décide jamais rien parce que vous m'avez demandé, là, tout de suite, couteau sous la gorge. Non, c'est ce genre de choses a trop de conséquences sur la vie politique et personnelle pour qu'on prenne le temps de la réflexion. Mais ce qui est sûr, c'est que je m'engagerai, enfin j'espère, à des élections. Maintenant, je ne sais pas encore lesquelles. Pas encore, très bien. Nordine? Alors quand on parle justement de l'aspect multiculturel de la société française, il y a un contexte quand même, un contexte qui est passionné. Depuis 30 ans, les populations issues des différentes vagues migratoires ont été un peu instrumentalisées, notamment par la gauche, mais aussi par la droite. Est-ce qu'aujourd'hui, finalement, ce n'est pas ça que l'on paye sur ce côté très complexé de la société française, de parler, en tout cas de prendre en pleine face cette réalité, c'est-à-dire cette réalité que dans les cours de récréation aujourd'hui, il n'y a pas que des petites blondes avec des yeux bleus, mais il y a aussi des petites noires, des petites robeux, comme on dit, dans les quartiers. Est-ce que, au fond, vous, en tant que femme politique aujourd'hui, vous considérez que le temps est venu, comme dit Barack Obama aux États-Unis, de mettre un certain nombre de choses sur la table et de sortir finalement les secrets de famille qui lient une partie de la population française avec son histoire et la grande histoire de ce pays? Vous voulez dire parler des problèmes coloniaux? Si on compare avec les États-Unis, Barack Obama n'a pas nié les problèmes de l'esclavage, mais c'était pour mieux les dépasser. Or, en France, on a une tendance à... C'est normal, hein, à la limite, les choses sont douloureuses, l'histoire est douloureuse, à ouvrir le débat, à provoquer des polémiques, et puis on n'en sort pas. Et du coup, ça provoque des aigreurs, ça divise. Et Barack Obama, son message a été de dire... Bon, il y a eu l'esclavage, c'est grave. Dans son magnifique discours du 18 mars, celui de Philadelphie, le More Perfect Union, où il disait « Les facteurs toutefois d'unité sont supérieurs aux facteurs de division ». Je crois que c'est ça le message principal. Barack Obama, c'est pas le candidat de la revanche des Noirs sur l'esclavage. Barack Obama, c'est celui qui dépasse le clivage, d'autant plus qu'il n'est pas afro-américain traditionnel. Des gens comme Jesse Jackson, Al Sharpton, des révérends, des gens comme ça, on dit, ce n'est pas parce que vous êtes noir que vous faites partie des nôtres. Pourquoi? Parce que ces hommes-là, les leaders afro-américains traditionnels, portaient avec eux le poids de l'esclavage. Ils étaient dans des revendications liées à l'histoire. Et ils ont au début été réservés par rapport à Obama. Cet étranger venu d'ailleurs qui ne comprendrait peut-être pas notre histoire. Il n'a pas cette charge de l'esclavage. Obama leur a répondu, mais moi, mon grand-père était cuisinier pour les Anglais. Jusqu'à l'âge de 60 ans, on l'appelait garçon. Est-ce que vous trouvez que c'est différent? C'est comme ça qu'il a créé l'unité. Mais il leur a dit en même temps, il faut dépasser cela. Mais qui aujourd'hui en France tient ce discours-là, justement, puisqu'on a le sentiment que les populations notamment qui habitent dans les banlieues, donc d'origine immigrée, leurs enfants qui sont français à part entière, on leur renvoie aussi toujours des questions comme quoi ils sont dans le déni, ils ne sont pas forcément des Français à part entière. On n'a pas le sentiment qu'il y a une sorte de message d'amour en disant « vous êtes des nôtres, vous faites partie du destin français ». Qui aujourd'hui en France est capable de se lever et de dire « je réconcilie tout le monde » Barack Obama, peut-être? Peut-être, oui. Hier, j'étais à Reims,
où on commémorait la mémoire des tirailleurs sénégalais de la Première Guerre mondiale. C'est une guerre qui a coûté 27 000 morts du côté des tirailleurs. Et puis, on avait une stèle qui avait été érigée en leur honneur, stèle qui avait été montée en 1924, détruite par les nazis en 1940. Vous avez prononcé un discours qui a beaucoup ému justement les descendants. 60 ans après, oui. Et 60 ans après, on reconstruit. On se demande pourquoi on a attendu autant de temps, mais enfin 60 ans après, on reconstruit. C'est grâce à un militant d'ailleurs. C'est grâce à un militant. Deux ou trois je vais le citer d'ailleurs parce qu'il est formidable. Il s'appelle Cher Sakho, qui a été déterminé et qui a réussi cette opération. Alors, pour moi, cette histoire des tirailleurs sénégalais est très touchante très importante parce que j'ai un grand-père qui a été tirailleur sénégalais, qui est mort donc pour la France. Et aujourd'hui, dans les banlieues, qu'est-ce que disent les jeunes? Ils disent, mais nous, on veut bien aimer ce pays. Mais simplement, on a des grands-parents qui ont aimé ce pays jusqu'à mourir pour lui et à qui on n'a même pas payé les pensions. Au contraire, certains d'entre eux ont été fusillés. Donc comment voulez-vous qu'on l'aime, ce pays? Ils sont dans une optique de revanche. Alors, je peux comprendre ça. En même temps, je dis autre chose. Je dis que dans la longue obscurité coloniale, il y a quand même eu des grands Français, comme par exemple Jean Moulin, qui en 1940, il était préfet d'Eure-et-Loir. Les Allemands lui avaient demandé de signer un protocole selon lequel des tirailleurs sénégalais avaient massacré des femmes et des enfants de la région. Ils l'ont torturé pendant 7 heures. Jean Moulin a refusé d'avouer. Il a dit « Je n'avouerai jamais ces atrocités parce qu'elles n'ont pas été commises par ces tirailleurs. » En fait, c'était des bombardements allemands. Et il a pris un débris de verre, il a essayé de se trancher la gorge, préférant se suicider plutôt que de livrer des tirailleurs qui étaient innocents. Eh bien, écoutez, ça, c'est une histoire d'unité nationale. Parce que cette histoire-là, elle ne divise pas. Cette histoire-là, elle permet aussi bien à des petits-fils de tirailleurs, de banlieue, ce que vous voulez, et le reste du pays. Est-ce que cette histoire est enseignée aujourd'hui dans les écoles en France? Moi, je l'ai découverte il y a 2 ans. On ne m'a pas apprise à l'école. Voilà. Eh bien, je trouve que plutôt que d'avoir des classes divisées entre les uns et les autres, les descendants de colonisés et puis les descendants de colons, plutôt que ce soit aussi simpliste, on puisse raconter ces histoires qui finalement nous permettent de nous retrouver. Alors, et ce discours-là, je ne l'ai pas encore entendu. Alors, vous faites appel à l'histoire et à la pédagogie pour l'amour de la France, qui est très présent dans votre livre. Ramayad, Brice Hortefeux aujourd'hui veut que la Marseillaise soit enseignée aux immigrés. Est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce que c'est aussi une part de pédagogie? Je trouve ça normal. Je pensais même que ça se faisait déjà. Je trouve qu'il n'y a rien de... Enfin, je n'arrive pas à vous dire autre chose que c'est normal. Et c'est même souhaitable. Et même si l'État ne l'imposait pas, j'ai envie de dire que chacun devrait pouvoir le faire, immigré ou pas immigré d'ailleurs. Parce que c'est un symbole de l'unité nationale et nous devrions tous nous y retrouver. Quand je vois que cette fameuse Marseillaise là, a été sifflée au moment où l'Amérique est en train de vivre un moment de concorde nationale, c'est quand même un peu problématique. Donc oui, c'est tout à fait normal. Frédéric. Est-ce que vous vous sentez aussi à l'aise au sein du gouvernement que vous l'étiez au début? Vous avez pris des positions assez fortes au départ, notamment sur Kadhafi. Et puis on a l'impression que vous êtes un peu éteinte au fil des mois. Alors est-ce que vous vous sentez aussi à l'aise qu'au départ? Éteinte? J'arrête pas de venir vous voir. Est-ce que c'est le métier qui est rentré finalement? Le tour. Ah non, mais c'est quand même... Il y a des fois, j'ai le sentiment que les journalistes posent des questions qui leur font plaisir, mais qui ne correspondent pas à la réalité. Moi, je prends un exemple sur le Dalai Lama. On vous a un petit peu moins entendu que vous attendez. C'est vrai qu'il est venu en France, il n'a pas été reçu. Bon, il y a eu des polémiques. Il y a eu d'autres dictateurs qui sont venus en France. Comme qui? Oui, bon, vous savez bien. En filigrane quand même de votre livre, Ramayad, il y a quand même cette duplicité du discours sur les droits de l'homme. Vous ne le niez pas. Alors, absolument pas. Donc forcément, ça peut entraver l'action. Ah bah bien sûr, mais c'est une fonction contrainte. Mais je vais m'expliquer là-dessus. Oui. Je suis pas du tout d'accord avec ce que vous dites. Moi, le Dalai Lama, je m'étais engagée au mois de mars à le recevoir s'il venait à Paris et que il le souhaitait, enfin ça ne le dérangeait pas. Et je l'ai vu. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse des polémiques? Non, mais le but... Sarkozy l'a pas vu, il va aux 4 coins du monde voir tout le monde, mais pas le Dalai Lama. Au moment où on le voyait, avait dit qu'il s'engageait à le voir en décembre. Donc moi, j'étais... Attendez, le but dans la vie, même quand on s'occupe des droits de l'homme,
c'est pas de faire des coups de gueule gratuits pour faire plaisir à la presse. On fait les choses parce qu'elles sont senties, parce qu'elles sont opportunes et parce que c'est le moment. Donc là, il n'y avait aucune raison pour moi de m'en prendre à qui que ce soit, donc je ne l'ai pas fait. Donc, je veux dire, si vous me mettez dans une situation où j'ai une raison de protester, je protesterai, mais je ne suis pas la machine à protester du gouvernement. Je suis là quand j'estime que des valeurs importantes doivent être défendues. D'ailleurs, je n'en suis pas la seule dépositaire. Nous sommes tous des républicains dans ce gouvernement. Donc, je ne suis pas la chienne de garde des valeurs de la République. Je veux dire, nous en sommes tous les représentants, et moi, je ne le fais que sous l'impulsion du président de la République et vous avez rien d'autre. l'impression quand même d'avoir été confronté un peu à la réelle politique au départ. Mais bien sûr, tous les jours. Et dans ce livre justement, je l'explique tous les jours. Et pourtant, il faut quand même faire avec. Mais on fait avec, mais est-ce que ça devient lassant à un moment? Non, parce que les droits de l'homme sont un combat. Il n'y a que les gens qui ne sont pas engagés dans le combat des droits de l'homme pour dire des choses pareilles. Parce que quand on est dedans, on sait qu'il faut se battre. Vous croyez que les droits de l'homme, c'est d'un claquement de doigts? C'est du jour au lendemain? C'est je veux, ça vient? Mais non, il faut se battre. Il faut se battre pour tout. Et Est-ce qu'il faut se battre au sein du gouvernement parfois? Il faut se battre comme un Eric Woerth se battrait pour défendre son budget, comme un Darcos se battrait pour ses postes à l'éducation nationale. Enfin, rien de plus et rien de moins. Mais c'est vrai que moi, on me pose la question, sans doute parce qu'il y a une forte charge morale dans la fonction, qui est souvent jugée à l'aune du courage ou de la lâcheté. Mais ce n'est pas que ça, il peut être aussi jugé à l'aune du droit. Et quand je vous dis ça, c'est que je vais vous expliquer qu'il y a plein de sujets sur lesquels j'ai fait avancer la France des droits de l'homme. Je pense à la lutte contre les violences faites aux femmes, où là je porte au sein de l'Union européenne des lignes directrices qui vont être bientôt adoptées, qui vont nous permettre de déployer des mesures pour lutter contre les violences faites aux femmes. Sur l'homophobie, c'est pareil. Je vais bientôt arriver à obtenir une déclaration à l'ONU appelant à la dépénalisation de l'homosexualité, ce qui fera que chaque État qui pénalise aujourd'hui, qui nous rejoint, eh bien, changera sa législation. Et donc, ce sont des milliers de vies qui sont aidées. Alors ça, évidemment, c'est pas sexy à montrer, c'est pas spectaculaire, mais c'est efficace. Et moi, je tiens à rappeler les principes, les valeurs quand c'est nécessaire, mais jamais gratuitement. Il faut que s'en suivent des actions concrètes, pour ne pas que ce soit des coups d'épée dans l'eau. Moi, je suis partisan d'un droit de l'hommisme qui est incisif, qui met en adéquation les déclarations et les actes, et pas d'un droit de l'hommisme déclaratoire, tout simplement. Vous n'êtes pas déçu, vous êtes aussi à l'aise aujourd'hui au sein du gouvernement? Plus que jamais, parce que maintenant, je suis, à part cette histoire avec Obama, mais on me parle plus des histoires de alibi, de diversité, on parle de ce que je fais. Même si c'est pour critiquer, c'est préférable à me réduire à une surface où... Alors, une question de Bénédicte Charles, critique peut-être. En quatrième couverture de votre bouquin, de votre livre, pardon, vous dites que le secrétariat d'État aux droits de l'homme est le supplément d'âme de notre politique étrangère. Donc le supplément d'âme... C'est l'éditeur qui écrit. Vous l'avez validé. Apparemment, le supplément d'âme, il paraîtrait que Nicolas Sarkozy envisagerait de supprimer ce supplément d'âme et de supprimer le secrétariat d'État aux droits de l'homme au cours du prochain remaniement qui devrait pas trop tarder. Est-ce que c'est vrai? Et qu'est-ce que vous allez faire s'il n'y a plus de secrétariat d'État aux droits de l'homme? Alors moi, je n'ai jamais entendu Nicolas Sarkozy me dire ça, donc peut-être que vous avez des sources que je n'ai pas. Donnez-moi des déclarations officielles, des heures, des lieux où ils ont été prononcés. En tout cas, je peux vous dire que c'était dans l'Express, mais je ne sais plus à quelle date, et ça date pas d'il y a très longtemps. Je peux appeler et puis dire vous savez que machin, et puis le journaliste écrit. Donc moi, je veux des dates, je veux des heures, je veux au moment où le lieu où il a déclaré ça, et puis dans ce cas, on en discutera. Est-ce qu'il vous a dit que ce secrétariat serait maintenu? Non, on n'a jamais parlé de son avenir, mais il m'a jamais dit ce que je viens d'entendre. Très bien. Et ce livre n'est pas un au revoir? Non, ce livre, c'est un bilan d'étape. Et parce que je veux faire savoir des choses dont vous ne parlez pas beaucoup. Et je veux aussi lever, certaines évidences. C'est-à-dire, c'est Yaka, Faucon, droit de l'homme. Bon, pourquoi elle n'a pas fait ci, pourquoi elle a fait ça, pourquoi... Non, c'est pas simple comme ça. C'est une réflexion, c'est un travail de fond, un travail de fourmi, c'est un travail diplomatique. Et diplomatique, ça veut dire qu'on prend le temps, qu'on convainc des partenaires à l'échelle des organisations régionales, on monte des alliances de État à État, et ça mérite d'être connu parce que c'est pas seulement moral, c'est pas seulement politique, c'est une expertise très pointue, et je pense que ça mérite d'être su. Alors parlons d'une zone qui connaît de nouvelles violations des droits de l'homme aujourd'hui, c'est l'Afrique, la région des Grands Lacs. Qu'est-ce que l'on peut faire face à ce drame qui affecte à nouveau les populations de la République du Congo?
Qu'est-ce qu'on peut faire? D'abord, il faut en parler, et j'aurais bien voulu qu'on en parle avant. Parce que c'est un conflit qui dure depuis 1997, depuis plus de 10 ans. Je vous rappelle que c'est la 3e guerre du Kivu. En 1997-98, Laurent Désiré Kabila a renversé Mobutu avec le soutien d'États voisins, première guerre du Kivu. Ensuite, Laurent Désiré Kabila, une fois au pouvoir, a voulu s'émanciper de ses anciens alliés étrangers. Ça a provoqué la plus grande guerre au monde de l'époque contemporaine, impliquant 9 États. Ça a fait quoi? 6 millions de déplacés, 3,5 millions de morts. Bon, c'était là, hein, ça s'est arrêté en 2002. J'ai pas le souvenir qu'on en ait beaucoup parlé. Et là, voilà, on a un rebelle, un ex-général de l'armée régulière du Congo, même s'il est d'origine Tutsi, qui a pris pied dans le Nord Kivu, qui est une région riche en minerais, et qui dit, je sais même pas ce qu'il dit vouloir maîtriser ce territoire. Ça entraîne une cohorte de réfugiés un peu partout. On est à... Vous êtes inquiète avec les dernières informations que vous possédez? Est-ce que vous êtes inquiète de ce qui peut se passer là-bas ou... Il y a eu des accords de paix qui ont été signés à Goma en janvier dernier, par exemple, mais manifestement, elles ne sont pas appliquées. L'ARDC a déjà livré des personnes victimes de... c'est l'inverse, auteurs de crimes de masse à la Cour pénale internationale. Bon, il y a la plus grande force internationale du monde, qui est la MONUC, avec 17 000 hommes. Mais qui est entravée, dont l'action est un peu entravée, difficile. Il y a des choses sur le terrain, mais simplement, étant donné qu'on a 1 million de réfugiés, étant donné qu'il y a des morts, étant donné que les viols de femmes se poursuivent, c'est peut-être qu'il faut réfléchir à autre chose. Et moi, je crois dans ce livre qu'il faut apprendre dans votre fonction à parler avec les chefs d'État de choses qui fâchent. Et là, il faut peut-être revoir notre façon de leur parler. À qui? Qu'est-ce que vous voulez dire à Kabila si ce n'est de le soutenir dans l'épreuve qu'il vit? Ce n'est pas Kabila qui est en cause. Il est lui-même victime d'une situation où ce territoire est immense. Kinshasa, pour traverser Kinshasa, et je l'ai fait en juin dernier, Kinshasa, Goma, dans ce pays 5 fois plus grand que la France, vous mettez 4h30. Et c'est des gouvernorats. Et donc, c'est un jeune président qui est élu récemment et qui doit faire face à une situation très compliquée, héritage de 10 ans de guerre. Donc, le problème, il est qu'il faut rendre le mandat de la MONUC plus opérationnel. Je suis allée les voir, les gens de la MONUC. Je leur ai dit les témoignages des femmes violées et des réfugiés, qui me disaient, mais à quoi sert cette MONUC? Et eux, ils sont de bonne volonté. Ils connaissent la réalité du terrain. Ils savent que c'est difficile. Ils aimeraient bien avoir plus de moyens. Mais je crois que maintenant, il faut réfléchir. C'est pas en rajoutant 500 hommes de plus. C'est-à-dire, si on met 500 hommes de plus, mais qui restent l'arme au pied, ils peuvent rien faire. Je vois pas qu'est-ce que ça apporte. C'est pour ça que je pense qu'il faut rendre le mandat de la MONUC beaucoup plus robuste et que les États de la région se mobilisent pour la paix. Et que l'Union africaine, qui a envoyé un médiateur, Obasanjo, l'ancien président nigérian, s'implique aussi parce que je pense que c'est aux Africains de dire en premier comment régler les conflits en Afrique. Parce que quand il y a un problème ici en Géorgie, c'est pas le Ghana qui va le régler. Sur la crise internationale, peut-être on peut dire un mot. Est-ce que vous attendez beaucoup du grand sommet qui aura lieu à Washington le 15 novembre? Nicolas Sarkozy doit présenter les propositions européennes pour une réforme du capitalisme. Est-ce que vous attendez des choses concrètes? On voit que les Américains ne sont pas forcément très chauds pour... Et l'Afrique ne sera représentée que par l'Afrique du Sud. Oui. Oh, c'est bien, c'est une puissance régionale. Mais je crois que cette réunion est absolument indispensable parce que la crise a pris une telle ampleur mondiale qu'on ne peut pas le régler à l'échelle des États ou des régions. Il faut une mobilisation internationale. Et ce qui est important, c'est que ça se passe aux États-Unis également, parce que c'est de là qu'est partie la crise. Maintenant, l'objectif c'est quoi? C'est la refonte de la gouvernance financière internationale. Il faut revoir les normes prudentielles. Il faut revoir le fonctionnement des agences de notation. On va peut-être pas aller jusqu'à revoir le système monétaire international, mais en tout cas, il faut trouver des mécanismes de contrôle suffisants pour éviter l'effondrement du château de cartes, comme on l'a vu là, et introduire un peu plus de moraliser un petit peu ce capitalisme financier qui est parti à volo et qui fonctionne de manière complètement spéculative, alors que ce qui paye réellement le prix de cette spéculation quand elle échoue, c'est le peuple.
Ce sont des familles, ce sont des chômeurs, ce sont des travailleurs, c'est tout ça qui est en cause. Donc moi je trouve que c'est une belle initiative, j'espère qu'il en sortira des choses fortes, et c'est ce que je crois, espère aussi le président de la République qui en a pris l'initiative. On va conclure cette émission en feuilletant votre livre, Ramayad. Il s'ouvre sur la Chine. Hein. Dis-moi, c'est toi qui n'es pas allé en Chine avec le président, c'est donc un enfant qui vous pose... C'est une vraie histoire, ça. L'enfant m'avait identifié comme ça, oui, ce que j'ai trouvé un peu regrettable. Du coup, je me suis senti obligé d'écrire un livre pour expliquer tout ce que je fais pareil. Bon, vous lui répondez, bah oui, jeune homme, pourquoi il t'a pas emmené le président? Bah tu sais, la question n'est pas d'en être ou de ne pas en être, mais ce qu'on y fait ou pas. Tu aurais fait quoi si tu y avais été? Je crois que les sujets de conversation n'auraient pas manqué, les droits de l'homme par exemple. Voilà. Est-ce que vous avez plus de bons ou de mauvais souvenirs là dans vos fonctions depuis que vous avez été nommé? Disons que j'ai vu le pire et le meilleur de ce que l'homme pouvait faire. Le pire? Le pire, c'est ce qui se passe en RDC, les viols de femmes collectifs. Le meilleur, c'est des instants, c'est des moments. C'est quand Ali Dilem, par exemple, avec qui j'étais en Israël, qui est le dessinateur algérien, dans un sourire un peu amer, dit que puisqu'il a été en terre Israël, il n'est pas sûr que ça se passe bien à son retour. Et alors je lui demande, mais pourquoi vous vous prenez la tête à faire ces dessins qui passent pour de la provocation? Vous pourriez être peinard, vous êtes jeune, beau, enfin voilà. Il me dit parce qu'il en faut bien qui reste et qui résiste. Je trouve ça sublime. Et j'ai toujours rencontré des témoins comme ça qui dans l'ombre, finalement, continuent à se battre pour que cette humanité reste viable, en quelque sorte. Et il y a Ali Dilem, mais il y en a d'autres. Il y a Nelson Mandela, ma rencontre avec Nelson Mandela. C'était extraordinaire. Toute une après-midi avec lui, au milieu du lycée français de Johannesburg, lycée Jules Verne, et qui me raconte sa vie, son parcours. Je trouve ça extraordinaire. Ou quand je rencontre les ONG qui se battent dans les bidonvilles de New Delhi pour éviter que les enfants des rues se perdent là-dedans. Voilà, il y a toujours des personnalités comme ça qui, effectivement, dans la nuit de ce combat, parviennent avec des résistants. Et c'est pour ça que je vous dis que les droits de l'homme, c'est pas comme ça, c'est pas du jour au lendemain, c'est pas des questions simples, c'est pas quand on veut ça vient. Non, c'est des combats menés par des gens comme ça. Je pense à Ougia, prix Sakharov. Pareil, il est tout seul face à l'empire chinois. C'est quand même... Et ce sont les parlementaires européens qui lui ont décerné ce prix. Est-ce qu'ils ne sont pas plus libres, eux, qu'un secrétaire d'État? Moi, ça m'a jamais empêché d'écrire aux autorités chinoises sur le cas de Ougia. Oui. Mais les parlementaires sont indépendants. Donc c'est vrai que ça leur donne plus de liberté, sans doute. Mais sachez une chose. D'être au Parlement de Strasbourg. Non, mais sachez une chose, c'est que quand on est dans un État, on a en charge un pays, une population, son avenir. Donc il faut tenir compte de ses intérêts. Je ne suis pas naïve, moi je ne suis pas en train de vous dire, et je ne vous le dirai jamais, même si vous m'y poussez, je ne suis pas quelqu'un d'irresponsable. C'est-à-dire que je ne tiendrai jamais des propos qui mettent en danger les intérêts de ce pays. Et c'est un grand homme d'État qui me pardonnera peut-être de le citer, qui s'appelle Édouard Balladur, qui m'a dit l'autre jour, ce que j'apprécie chez vous, c'est que vous n'avez jamais eu un propos irresponsable. Et je trouve que ça m'a rendu très fière, parce que malgré la pression qui est forte pour dire tout et n'importe quoi, j'ai toujours tenu à préserver les intérêts de la France et à concilier. Des intérêts économiques. Vous savez, les intérêts, c'est pas que les intérêts économiques. Il s'agit de la survie d'une nation. Il y a souvent contradiction entre la morale que vous évoquiez tout à l'heure et puis la défense de ces intérêts économiques. On l'a vu avec la Libye, où là, vous étiez intervenu d'une façon très forte. Non, mais attendez, on dirait que vous découvrez cette contradiction, mais elle a toujours existé. Il n'a pas fallu attendre qu'il y ait un secrétaire des droits de l'homme pour le voir. Sinon, c'était de l'ignorance. De votre ministère, finalement, un ministère, d'un secrétariat d'État au bon sentiment. Et puis, non, justement, vous n'avez pas lu ce livre, madame, parce que dans ce livre, je vous explique dès les... Ah ben voilà, donc comment voulez-vous qu'on discute si vous ne lisez pas les livres des invités? Donc, dès les premières pages, j'explique que c'est pas le ministère de la morale, c'est pas le ministère des bons sentiments. Ça y ressemble beaucoup. Mais c'est plus que du droit. Mais c'est plus que du droit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des fois, il faut avoir le courage de défendre les convictions, non pas les miennes, parce que les miennes apportent peu à l'échelle de l'histoire, mais les convictions d'un peuple. Les convictions qui font que ce pays est différent des autres, qui font que ce pays a toujours joué sa petite musique dans le concert des nations. Vous savez que la France, elle n'est pas la France sans les valeurs, ça j'en suis convaincu. Mais il faut trouver un équilibre, et c'est ça le charme de l'exercice. Vous êtes prêt quand même à être convoqué à nouveau dans le bureau de Nicolas Sarkozy, vous le racontez là, hein, vous dites, oh là là, quelle émotion. J'ai envie de vous dire que la fonction de ministre,
Et en particulier, quand on a la charge des droits de l'homme, c'est pas un spectacle, c'est pas non plus un show. C'est pas, on n'est pas là pour se marrer. On est là pour faire un travail et de mener la barque au bon endroit. Donc c'est pas une histoire d'être convoqué ou pas d'être convoqué. On sent qu'il y a quand même eu un avant et un après Kadhafi. Vous avez dit des choses. Compris à tout ce que j'ai raconté. Si, mais bon, permettez-moi de vous le dire parce que vous avez dit des choses très fortes à ce moment-là. Ensuite, vous avez été convoqué auprès de Nicolas Sarkozy. Et ensuite, vous avez modéré votre discours. Non, c'est l'impression que ça correspondait au fond à ce qu'on attend d'une jeune femme politique aujourd'hui qui a des responsabilités. Mais j'assume complètement. J'assume complètement. Et si ça se reproduisait aujourd'hui, je ne changerais pas d'un iota. Et d'ailleurs, vous vous trompez parce que j'ai eu droit à une autre convocation, cette fois à Matignon pour une autre affaire de politique intérieure. Donc vous vous trompez. Oui, vous vous souvenez pas. Vous voyez. Rendre visite à des immigrés, des sans-papiers. Vous allez continuer. Je vais parler pour vous. Moi, quand vous le vivez, je peux vous assurer que. C'est pas Nicolas Sarkozy. C'est la même chose. En mai dernier, vous disiez à nos confrères de la Croix, je suis chargé des droits de l'homme et si je parle modérément, on me dira que je manque de courage. Si je parle beaucoup, comme pour Kadhafi, je suis convoqué à l'Élysée. C'est ce que je vous explique. On a un peu l'impression que vous avez choisi. Non, c'est-à-dire. Non, mais. Enfin, est-ce que vous vous renseignez sur. Déjà, vous n'avez pas lu mon livre, donc si vous vous renseignez pas. Je vais lui donner. Non, mais moi, je veux bien que vous posiez des questions, machin, mais si vous regardez pas, si vous lisez pas, si vous n'allez pas chercher l'information, moi, je sais pas quoi vous dire. Je veux dire, lisez ce bouquin, vous allez voir ce que vous. Je vais vous poser une question sur la base de témoignages réels. Il y a quelques mois, j'étais à Dakar pour lancer le Dakar Bondi Blog, donc j'étais dans la plus grande université de Dakar, l'université Cheikh Anta Diop, que vous connaissez certainement. Il y a à l'intérieur une école de journalisme, le CESTI. Il y avait devant moi une cinquantaine de jeunes qui seront les futurs journalistes des médias francophones en Afrique. Et une de mes questions, c'était est-ce que vous souhaitez venir en France pour parfaire votre formation? Est-ce que vous souhaitez venir en France pour y travailler? Sur la cinquantaine d'étudiants, 90% m'ont dit mais moi la France ne me fait plus rêver. Est-ce que ça, vous le ressentez aujourd'hui, que la France n'est plus l'image qu'elle a entretenue pendant des années et que la France aujourd'hui, et que les élites africaines se tournent peut-être beaucoup plus vers les États-Unis, vers le Canada, vers l'Australie et beaucoup moins vers la France? C'est vrai que j'entends des témoignages de ce genre, je peux pas le nier, mais c'est normal aussi. Le temps fait son œuvre, la relation très passionnelle entre la France et l'Afrique francophone dure depuis longtemps. Puis à un moment donné, il est normal, les habitudes aidant, l'ouverture au monde aidant, les gens se disent bon pourquoi pas essayer telle ou telle expérience ailleurs. Cela n'enlève en rien. Pas les images qu'on leur renvoyons, les sans-papiers, chaque fois qu'il y a un incendie, c'est des familles noires. Est-ce que c'est pas aussi l'image de la réalité, de la manière dont la France aujourd'hui traite leurs cousins, leurs cousines? Je vois aussi beaucoup de personnes qui s'embarquent dans des pirogues et ça continue pour venir en France. Mais là n'est pas l'essentiel de toutes les façons. Moi, je crois que l'essentiel, c'est de mettre notre énergie, en fait, à une réflexion qui a été quelque peu abandonnée, qui est celle du développement de l'Afrique. C'est-à-dire, l'Afrique, elle a besoin d'infrastructures, elle a besoin d'hôpitaux, elle a besoin d'écoles, elle a besoin, vous voyez, de ces gros travaux qui font qu'une économie va de l'avant. On est resté dans des ambitions quelque peu modestes. Or, il y a des choses à faire en Afrique. Il y a encore 4 pays, là, récemment, il y a un mois, qui viennent d'être classés comme pays émergents, et ces 4 pays sont africains. Il y a dedans la Tanzanie, le Ghana, le Kenya. Et c'est très intéressant de voir l'émergence de ces pays, et moi, je trouve que c'est un facteur d'espoir. Et avec la France, ce qui m'importe, moi, c'est que la relation ne soit pas uniquement passionnelle, mais qu'il y ait aussi une dimension partenariale forte. C'est-à-dire d'égal à égal, de dialogue, permanent, tout en gardant en arrière-fond cette histoire commune parce qu'elle est là. Merci Ramayad. Donc les droits de l'homme expliqués aux enfants de 7 à 77 ans, paru aux éditions du Seuil. Merci beaucoup, bonsoir à tous, à très vite.